L'un des paris que toutes les grandes nations font, c'est celui de l'hydrogène. Parce que c'est ce qui va nous permettre justement de réduire nos émissions, c'est ce qui va nous permettre d'optimiser nos consommations, c'est ce qui va nous permettre de complètement transformer nos modèles. L'État va mettre plus de 7 milliards d'euros sur cette filière. Et avec France 2030, on va mettre en plus de tout cela 1,9 milliard d'euros. Sur ces deux usages absolument cruciaux, transport collectif et décarbonation des sites industriels, l'hydrogène est la solution. La molécule de dihydrogène, qui est très souvent appelée hydrogène, est très rare sur Terre. L'atome d'hydrogène n'existe pas en tant que tel, mais par contre, il est lié à d'autres atomes pour former des molécules qui sont extrêmement courantes sur Terre. L'hydrogène, comme l'électricité, n'est pas une source primaire d'énergie, c'est un vecteur énergétique. Le grand enjeu pour la transition bas carbone, c'est d'être capable de produire de l'hydrogène vert à partir de l'électricité totalement décarbonée. L'hydrogène, aujourd'hui, n'est pas une source d'énergie. On ne peut pas capter directement de l'hydrogène en quantité significative. On va le synthétiser, c'est-à-dire qu'on va l'obtenir à partir d'autres molécules qui sont constituées notamment de cet atome. On va, par exemple, prendre un hydrocarbure et puis casser la liaison entre le carbone et l'hydrogène. Et puis, on peut faire la même chose avec la molécule d'eau. On va séparer l'hydrogène et l'oxygène. Et pour casser ces liaisons, il faut apporter de l'énergie. Et cette énergie, on peut l'apporter sous différentes formes. On peut, en apportant de la chaleur, casser la molécule d'un hydrocarbure, par exemple. Et on peut utiliser aussi l'électricité. Lorsque cette électricité est appliquée à la molécule d'eau, on appelle ça de l'électrolyse. Et c'est comme ça qu'on va produire notamment des grandes quantités d'hydrogène dans les années qui viennent. Aujourd'hui, un peu plus de 95% de la production mondiale d'hydrogène, c'est un sous-produit de l'énergie fossile. C'est le vaporeformage à la vapeur d'eau. On va prendre du gaz naturel, qui est un hydrocarbure, on le mélange avec de la vapeur d'eau, et puis grosso modo, on met ça dans un réacteur, et on produit à la sortie un mélange d'hydrogène et de CO2. Le problème de cette technologie, c'est qu'à chaque fois qu'on produit 1 kg d'hydrogène, on produit 10 fois plus de CO2. À l'évidence, c'est pas comme ça qu'on va résoudre la transition bas carbone. À côté de ces 95% d'hydrogène produite par cette techno de ce qu'on appelle le vaporeformage, il y a une autre technologie qui utilise non pas de l'énergie thermique, mais de l'énergie électrique, dont l'électrolyse de l'eau. C'est une voie extrêmement intéressante, mais là encore, si on utilise de l'électricité qui a été produite à partir d'énergie fossile, on ne fait que décaler le problème. Donc, pour produire de l'hydrogène décarboné, il faut le produire à partir de l'eau en utilisant une électricité qui elle-même est décarbonée. Pourquoi est-ce que c'est peu développé ? Parce que c'était une technologie coûteuse notamment. Le prix de l'hydrogène produit par électrolyse, c'est à peu près 4 fois le prix de l'hydrogène produit par la première technologie de vaporeformage. Et puis, on peut aussi aller chercher l'hydrogène dans des matières vivantes, par exemple le bois ou les matières ligneuses. Il y a à l'heure actuelle 2 projets en France, dans l'est de la France. On peut aussi utiliser de la biomasse d'origine agricole. Il y a un projet au Mans qui vise à produire de l'hydrogène vert à partir de la culture de chanvre. Et puis enfin, on ne le fait pas encore, mais ça se fait en laboratoire. Peut-être que demain, on pourra produire de l'hydrogène à partir des algues. Le gris, c'est l'hydrogène aujourd'hui sous-produit des énergies fossiles. 95% de l'hydrogène produit dans le monde. Il y a 2 filières pour le faire, soit le gaz naturel, soit le charbon. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. C'est celui qui est produit à partir des énergies fossiles, mais on récupère le CO2 lors du processus de fabrication d'hydrogène et ensuite on va le stocker
dans le sous-sol. Donc là, on réduit les dégâts. Et puis, il y a l'hydrogène vert, c'est celui qui est produit par électrolyse à partir d'une électricité totalement décarbonée ou celui qui est produit à partir d'une biomasse renouvelable. On rajoute, je crois, en France, un nouveau concept d'hydrogène jaune qui serait celui qu'on pourrait fabriquer à partir de l'électricité nucléaire via la filière de l'électrolyse. Nous pouvons produire de l'hydrogène sur notre sol beaucoup plus massivement que beaucoup d'autres. Il y a deux voies de stockage, soit vous le gardez sous forme gazeuse, et le problème de l'hydrogène sous forme gazeuse, c'est qu'il prend beaucoup de place, parce qu'il est très léger. On sait compresser un gaz et on sait le maintenir sous pression, dans des réservoirs qui sont très solides et qui permettent d'avoir un gaz à l'intérieur qui sera compressé à 700 fois la pression atmosphérique. Ensuite, vous avez une voie beaucoup plus coûteuse, qui consiste à le stocker sous forme liquide, mais là, il faut le faire refroidir à moins de 150 degrés à peu près. Avantage, inconvénient, sous pression, ça coûte pas trop cher, c'est facile aussi à l'extraire du réservoir, mais c'est assez volumineux encore. Liquide cryogénique, c'est plus compliqué pour le maintenir à cette température-là, ça coûte aussi en énergie. Et puis, lorsqu'on veut l'envoyer vers l'utilisateur, c'est un peu plus compliqué. Pour le transport, quand il est sous forme gazeuse, vous pouvez le mettre dans des gazoducs. Il y a quelques précautions à prendre, et puis surtout, comme c'est un gaz très volatile, il faut vraiment que les joints soient bien faits, sinon on en perd une bonne partie. Et puis, on peut le transporter après liquéfaction, par bateau, par exemple, par camion aussi. Une fois qu'on a stocké, qu'on l'a transporté, on peut faire plein de choses avec de l'hydrogène. Si vous le mettez dans une fusée, il va y avoir de la combustion. Le lanceur Ariane est un moteur à hydrogène, donc c'est une combustion directe de l'hydrogène avec l'oxygène et ça crée beaucoup d'énergie et surtout ça rejette de l'eau, donc ça ne rejette pas de CO2. Mais je pense que les deux principales utilisations de l'hydrogène seront premièrement de remplacer l'hydrogène actuellement utilisé dans la production d'ammoniac, dans les raffineries parce qu'on utilise de l'hydrogène gris et donc ça serait bien de passer l'hydrogène vert. Et puis la future utilisation, c'est la mobilité. Comment est-ce qu'on peut avoir de la mobilité hydrogène mis à part le moteur thermique ou les fusées? Eh bien, c'est la mobilité électrique à hydrogène. C'est-à-dire qu'on remplace dans les voitures électriques actuelles la batterie par deux composants qui sont un réservoir d'hydrogène et une pile à combustible. Le réservoir est le fournisseur d'hydrogène et la pile à combustible transforme l'énergie de l'hydrogène en énergie électrique. Ce qu'on appelle intermittence regroupe deux choses un peu différentes. Vous avez l'intermittence à court terme, nuit, jour, pour l'énergie photovoltaïque. Et puis vous avez l'intermittence intersaisonnière, notamment entre l'été et l'hiver. Sur l'intermittence à court terme, l'hydrogène peut jouer un rôle, mais les batteries jouent aussi un rôle très important. Donc à court terme, l'intermittence est un problème en voie de solution. Je crois que l'hydrogène aura un rôle très important à jouer sur la variabilité intersaisonnière, puisqu'on peut stocker des quantités importantes d'hydrogène quand on produit trop d'énergie pendant une saison et le conserver jusqu'à la saison suivante, où soit on le retransformera en électricité pour le réinjecter dans le réseau, soit éventuellement on peut le combiner par exemple avec un réseau de gaz et le remettre dans le réseau du gaz, puisqu'on peut mettre jusqu'à 15 à 20% d'hydrogène dans le réseau du gaz naturel aujourd'hui. Le lissage, il est en effet possible grâce à cet hydrogène, mais il peut être aussi fait grâce au réseau, grâce à l'intermédiaire de plein de choses, des barrages qui peuvent fonctionner aussi dans l'autre sens. On peut stocker l'énergie électrique dans les barrages. La mobilité, à mon avis, du futur, sur route en tout cas, ou au niveau du rail, c'est la mobilité électrique. Soit on utilise des batteries, mais en fait, ce qui a été montré, c'est qu'un engin mobile à batterie, lorsqu'il est léger, c'est très facile d'utilisation, mais lorsqu'on demande à avoir une autonomie, on va dire, importante et à pouvoir transporter de nombreux passagers, la pertinence de l'hydrogène est de plus en plus importante. Il faudrait des tonnes et des tonnes de batteries pour un camion à 18 tonnes ou à 38 tonnes, alors qu'il faut quelques, je dirais, centaines de kilogrammes d'hydrogène. Donc on y gagne énormément en poids. Je ne pense pas qu'il va y avoir un développement massif de la voiture à hydrogène. Je pense plutôt que dans les secteurs du transport, c'est les transports par camion à longue distance et les transports par bateau à longue distance et les trains aussi, lorsque l'électrification est plus coûteuse. C'est ces moyens de transport lourds à longue distance qui seront, je crois, les applications les plus intéressantes de l'hydrogène. Et puis aussi des engins qu'il ne faut pas oublier, des engins de travaux publics et des engins agricoles, puisque tous ces engins qui doivent tirer des masses lourdes, si vous voulez, ne supportent pas véritablement
véritablement les batteries. Pour l'avion, c'est un peu plus compliqué. La problématique de l'avion, c'est le décollage. Il faut une puissance très importante. Il faut surdimensionner la pile à combustible et en même temps embarquer énormément d'hydrogène. Je pense que pour les gros avions, il y aura une étape intermédiaire qui sera d'utiliser non pas du kérosène issu, je dirais, d'un hydrocarbure fossile, mais issu d'hydrocarbures de synthèse qui pourraient être réalisés notamment en mélangeant de l'hydrogène et du CO2. Si cet hydrogène est produit à partir de gaz naturel par la technologie actuelle, de vaporeformage dont je parlais tout à l'heure, la production de CO2 sera identique, c'est-à-dire une centaine de grammes, sauf qu'elle ne sera pas produite derrière le véhicule, comme le véhicule thermique, elle sera produite lors de la production d'hydrogène, c'est-à-dire à un endroit donné. Donc si bien sûr on stocke le CO2, pas de problème, mais si on ne le stocke pas, je dirais qu'il n'y a aucun gain à utiliser de l'hydrogène par rapport à du diesel ou de l'essence. Par contre, si l'hydrogène est vraiment purement vert, la production de CO2 est quasiment nulle. Vous produisez zéro émission de CO2 lors de l'usage de l'hydrogène. Après, il faut faire ça en cycle de vie. Donc évidemment, la première des conditions pour que ce soit intéressant, il faut que l'électricité soit décarbonée. Et ensuite, il faut que les matériaux utilisés pour fabriquer les voitures, les trains, les camions n'émettent pas trop à l'amont dans leur production. Moi, si j'avais à hiérarchiser l'intérêt de l'hydrogène dans la transition bas carbone, je mettrais en premier la décarbonation de l'acier primaire. Parce que dans le monde, la production d'acier primaire, c'est la première source d'émissions de CO2 dans le secteur industriel hors production d'électricité. Si on veut développer les pays moins avancés, il faut de l'acier. Et par définition, dans ces pays-là, il n'y a pas beaucoup d'acier à recycler. Donc la production d'acier primaire est véritablement un problème majeur. Et aujourd'hui, la technique de fabrication de l'acier primaire dans les fourneaux, ça utilise le charbon pour réduire le minerai de fer. Sauf que l'hydrogène décarboné apporte une solution alternative de réduction du minerai de fer. C'est pour moi le point le plus intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure de raffineries, ce sont aussi des très gros producteurs de CO2, donc de l'hydrogène vert serait en effet pertinent. Et puis le troisième, c'est toute l'industrie des engrais qui utilise aussi de l'hydrogène gris. Donc le remplacement déjà de l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert, c'est une chose. Dans d'autres industries lourdes, évidemment, l'hydrogène pourra également se substituer aux énergies fossiles, mais là, comme combustible. En fait, il n'y a pas de sortie évidente à ce problème. La physique nous interdit d'avoir la situation actuelle qui perdure pour l'éternité. L'hydrogène, c'est pas la panacée, c'est pas ça qui va nous résoudre la transition énergétique. Si on fait pas des économies d'énergie, on n'y arrivera pas. Si on produit pas plus d'énergie renouvelable, on n'y arrivera pas. Si on accordait vraiment une importance, une priorité économique au changement climatique, on intégrerait un coût du CO2 de l'ordre de 250 la tonne de CO2. À ce moment-là, l'hydrogène vert serait beaucoup plus rapidement rentabilisé. On n'aurait plus besoin de subventions pour subventionner son usage et on pourrait mettre plus d'argent sur la recherche et développement. Vas-y, enchaîne-les, frère. C'est quoi cette appli YouDrive là que vous m'avez filé? Style, plus je roule bien, plus je fais des économies? Écoutez-moi bien, Direct Assurance, vous êtes